On l'appelle Shikura. En français, cela signifie l'intouchable, ou la puissante patronne, ou la puissante marraine. Elle, c'est la juge Naïma Dahmani. Jusqu'à juin 2025, elle était méconnue du grand public. Seuls les journalistes spécialistes des chroniques judiciaires, les avocats, les anciens juges ou les connaisseurs du système judiciaire algérien connaissaient son nom et sa personne. Mais depuis juin et juillet 2025, la juge Naïma Dahmani est devenue le visage emblématique de la justice algérienne. Shikura est une juge puissante, intouchable, influente et directement connectée au cabinet du président Abdelmadjid Tebboune à travers son protecteur et son allié, le fameux Boualem Boualem. Aujourd'hui, Khabti Rouatati, nous allons vous révéler dans cette émission comment la plus puissante juge de la justice algérienne, ou de l'appareil judiciaire algérien, a bâti un système de corruption, un empire de corruption. Nous allons vous dévoiler comment les verdicts sont falsifiés, altérés, modifiés, reconfigurés en fonction des montants des pots de vin qui sont versés à cette juge, laquelle a ramassé une fortune, ou elle s'est constituée une fortune colossale en ramassant des enveloppes et des sacs d'argent depuis le début de la crise politique en Algérie et surtout depuis l'instauration de ce système judiciaire infernal et brutal qui condamne impitoyablement plusieurs personnes à la prison ferme sans respecter la présomption d'innocence et sans prendre le soin de réunir la preuve de culpabilité. Naïma Dahmani, alias Louharania. On l'appelle Louharania. Effectivement, alors qu'elle n'a rien à voir avec Oran. Son mari est originaire de Betna et elle serait d'origine kabyle. On connaît très peu de choses de sa biographie. Pourquoi? Parce que c'est une juge qui était jusque-là discrète. Et pourtant, juin 2025, c'est elle qui dirige le procès en appel de Boualem Sansal et elle se fait connaître à travers son mode de gestion de ce procès qui est tout simplement extravagant et extraordinaire. Vous pouvez retrouver les émissions que nous avons consacrées là-dessus. Et Naïma Dahmani, elle a commencé à avoir une notoriété internationale quand la presse algérienne a publié des comptes rendus détaillés de son interrogatoire, de l'interrogatoire ou des échanges qu'elle avait avec l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et de l'interrogatoire qu'elle avait soumis auquel Boualem Sansal était soumis par cette juge pour tenter de le culpabiliser et de confirmer sa culpabilité à tout prix. Naïma Dahmani a eu des échanges, nous l'avons qualifié tout simplement le film de Spielberg, une discussion, une rencontre de troisième type. On dirait des échanges extraterrestres. En réalité, Naïma Dahmani, elle a fait semblant de s'intéresser à un dossier qui est vide. Elle a créé un dossier à partir d'une affaire vide en accusant Boualem Sansal d'être un traître, d'être un ennemi de la nation algérienne et d'être un subversif dangereux pour la simple raison qu'il avait des échanges WhatsApp avec deux diplomates français, des échanges privés dans lesquels Boualem Sansal était en train de se moquer de certains dirigeants algériens comme Saïd Chengriha, où il était en train de tourner en dérision certaines réalités économiques du pays. C'est une affaire plus qu'extravagante. Vous pouvez vraiment retrouver nos émissions et nous avons largement relié les propos irrationnels, les analyses fantaisistes et hallucinantes de cette juge qui a conduit le procès en appel de Boualem Sansal jusqu'à sa condamnation à 5 ans de prison ferme et son maintien en détention. C'était la première affaire qui a fait connaître Naïma Salhi à toute l'opinion publique algérienne et ensuite à l'opinion publique internationale. Et l'affaire Boualem Sansal l'a propulsée au devant de la scène. Elle est devenue, à son corps défendant, je dirais peut-être même, cette expression peut-être n'est pas adaptée parce que c'était pas contre son gré, parce qu'elle elle a assumé ce rôle d'être une juge d'un procès expéditif, arbitraire et surtout absurde. Je dis bien absurde. Je vais vous retrouver l'émission que nous lui avons consacrée
à l'époque de l'affaire de Boualem Sansal, et franchement, vous devriez la revoir. Voilà, le dialogue, c'était il y a 11 mois, l'émission était intitulée « Le dialogue totalement fou entre une juge et Boualem Sansal ». Nous en avons parlé, on l'a bien expliqué, comment cette juge à la cour d'Alger avait apostrophé l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Voilà ce qu'elle lui avait dit à l'époque, vous n'avez pas d'autre chose à écrire que de mal dire de l'Algérie, que dire du mal de l'Algérie, pourquoi vous n'écrivez pas d'autre chose? Et Boualem Sansal avait répondu, vous n'avez pas à juger mes livres, vous êtes qu'une juge, je suis libre d'écrire ce que je veux. En fait, Naïma Dahmani, elle a utilisé cette audience à la cour d'Alger pour faire un procès contre la littérature et la liberté d'expression. C'était la première affaire, donc, qui avait défrayé la chronique. Juste après, au cours du mois de juillet, vers la première semaine du mois de juillet 2025, après l'affaire Boualem Sansal, c'est Naïma Dahmani qui a dirigé le procès de Saïd Narza et des autres candidats malheureux aux élections présidentielles anticipées de septembre 2024. Et c'est elle qui a qui avait ordonné à l'époque l'incarcération immédiate et le placement sous mandat de dépôt de Saïd Narza alors qu'elle avait fait un malaise au sein de la salle d'audience de la cour d'Alger. Et c'était la deuxième affaire politique très choquante qui avait bouleversé l'opinion publique puisque Saïd Narza est une personnalité qui était populaire, très appréciée par les Algériennes et les Algériens, une femme très engagée et qui était l'un des symboles de la femme émancipée algérienne et de la femme patriote et de la femme engagée en faveur de la défense de l'intérêt général. Elle avait été incarcérée dans des conditions scandaleuses. Elle avait été conduite à l'hôpital une première fois. Malgré son état de santé très fragile, Naïma Dahmani avait décidé de maintenir son placement en détention. Naïma Dahmani, elle est la doyenne des juges de la cour d'Alger. Elle est vice-présidente de la cour d'Alger et elle est la principale juge de la 10e chambre pénale de la cour d'Alger. La 10e chambre pénale de la cour d'Alger. Naïma Dahmani, auparavant, elle a eu un grand parcours, elle est âgée de moins de 60 ans. Elle est âgée entre 57 et 58 ans. Elle a fait plusieurs télévisions de première instance, comme Youssef Hussein Dey, comme Shraga. Elle s'était fait connaître surtout à Shraga entre 2010 et 2014. Elle a fait par la suite des cours de Tipaza, la cour de justice de Boumerdès. Avant de 2022, en 2022, elle a été nommée, elle a été promue à la cour d'Alger. La cour d'Alger, c'est l'instance judiciaire la plus importante et la plus stratégique du pays. Et depuis, elle est devenue le pilier de la 10e chambre pénale. Il lui arrive même de remplacer d'autres juges à la tête d'autres chambres pénales, comme par exemple la 6e chambre pénale. En mars 2022, c'est elle qui avait par exemple dirigé le procès en appel des frères Cheloro. Bon, c'est une puissante juge, on l'appelle Chikoura. Pourquoi? Parce qu'elle a accès directement à Boualem. Et elle aurait travaillé à Oran. Je sais pas pourquoi on l'appelle Ouharani, ça reste un mystère que nous essayons d'élucider. Et nous avons découvert au cours de nos investigations, que naturellement que l'affaire Boualem Sansal ou Saïd Narza, c'est des affaires téléguidées, télécommandées depuis le cabinet de Majid Tebboune. Naïma Dahmani, elle n'a aucune souveraineté, aucun arbitre, aucun libre arbitre. C'est pas elle qui a décidé ni du verdict, ni de la peine, ni du lieu d'emprisonnement. Le verdict lui a été faxé par le cabinet d'Abdelmajid Tebboune, dirigé à l'époque par Boualem, celui qui est mis à l'écart aujourd'hui depuis la fin du mois d'avril 2026. Quand on était en train d'enquêter sur le fonctionnement de la justice du téléphone en Algérie, nous avons découvert les mécanismes sournois d'un système de corruption extrêmement machiavélique qui a été mis en place par Naïma Dahmani et son mari. Cette juge, Naïma Dahmani, elle est à la tête d'un véritable empire de corruption. Comment ça se passe? Nous avons découvert que Naïma Dahmani, elle travaille sur deux volets. Il y a des affaires qu'elle juge, il y a des procès qu'elle dirige où elle reçoit des instructions. Talimet en arabe. Quand dans une affaire, elle reçoit une instruction, elle ne accorde aucun avantage aux détenus ni à leur famille, et elle ne négocie aucun pot de vin et elle ne touche aucune enveloppe. Elle applique l'instruction clairement. Le verdict lui est faxé, comme dans l'affaire Boualem Sansal,
comme l'affaire de Saïd Narza, comme d'autres affaires sur lesquelles nous sommes en train d'enquêter et qui passent par la 10e chambre, qui passent par son bureau. Quand il y a une instruction, et l'instruction, elle vient de Boualem Boualem, directement. Boualem Boualem qui était d'abord conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, et qui est devenu par la suite des autres de Majid Tebboune. Et c'est lui le cerveau du système judiciaire du régime Tebboune. Dans les affaires, il n'y a pas d'instruction, où elle n'a pas reçu de talimètre. Qu'est-ce qu'elle fait? Son mari, qui s'appelle Dahmani Farid, qui est un ancien inspecteur de la police nationale en Algérie, de la DGSN, un ancien policier à la retraite. Il a créé, il a à sa disposition ou à son service des intermédiaires. Il a mis en place un réseau d'intermédiaires qui entrent en contact avec des détenus riches qui sont placés en détention pour des affaires de corruption, d'enrichissement illicite, trafic d'influence, ou des affaires de drogue, ou des affaires de trafic de stupéfiants, des criminels, qui sont placés en détention à la prison de Harrach, ou de Kolia. Généralement, c'est la prison de Harrach. Ces deux principaux intermédiaires, c'est un certain Jamel Oudjani, et son frère Yazid. Farid Dahmani, le mari de Naïma Dahmani, il a un ami qui s'appelle Yazid. Ce Yazid a un frère qui s'appelle Jamel Oudjani. Ce Jamel Oudjani est lui-même un ancien détenu. Il est passé par la prison de Harrach. Et il a ses propres réseaux au sein de la prison de Harrach. Jamel Oudjani, son frère Yazid, identifie les détenus riches. Généralement, des hommes d'affaires, des entrepreneurs ou des leaders de groupes mafieux spécialisés dans le détournement de l'argent public, spécialisés dans le détournement, dans la délinquance financière ou dans le trafic de drogue. Les détenus riches, les détenus qui ont de l'argent. Une fois que ces détenus sont identifiés à l'Harrach. Pourquoi l'Harrach? Parce que l'Harrach, quand il y a une première instance, généralement, la détention provisoire, elle se passe à l'Harrach. C'est une prison de transit. Alors, une fois que le procès en première instance dans un tribunal, c'était Mohamed Ben Mondraïs, Dalbeida, etc. Une fois que ce procès de première instance se termine, la condamnation est prononcée. Ensuite, les prisonniers sont transférés, qui sont condamnés, sont transférés vers d'autres prisons, comme par exemple Aqlia. Dès que le procès en première instance se termine, les Jamel Oudjani et son frère Yazid, qui sont les deux principaux rabatteurs de Farid Dahmani, le mari de Naïma Dahmani, entrent en contact avec des détenus et leur proposent une sorte de deal et d'assistance, laquelle vous payez une somme bien précise et votre dossier sera programmé à la 10e chambre pénale de la Cour d'Alger. Il va atterrir entre les mains de la juge Naïma Dahmani et c'est elle qui vous sortira de prison. Comment ça se passe? Première étape, il faut que ces détenus ou leurs familles payent un premier pot de vin qui est entre 40 et 50 millions de centimes, l'équivalent de 2000 € aujourd'hui, pratiquement, pour acheter la complicité d'une greffière. Dans le réseau de Naïma Dahmani et son mari, il y a une greffière à la Cour d'Alger qui reçoit les dossiers des détenus. Une fois après le procès de première instance, il faut que, quand ils vont faire appel les détenus, ça passe par la Cour d'Alger. Pour que, entre le tribunal de première instance et la Cour d'Alger, il y a un délai entre 1 à 2 mois. Pour que le dossier des détenus qui versent des pots de vin à Naïma Dahmani soit traité et leur procès en appel soit dirigé et les audiences dirigées par Naïma Dahmani, il faut qu'ils soient programmés dans l'agenda, dans le programme des procès qui sont appelés à diriger par Naïma Dahmani. Et ça, c'est une greffière qui s'en occupe. Une greffière à la Cour d'Alger, elle a les clés, les codes d'accès au système interne de la Cour d'Alger et elle fait une opération de manipulation pour programmer ces affaires judiciaires à la 10e chambre pénale. Cette greffière, elle prend entre 40 et 50 millions de centimes. 2000, 2500 €. Entre l'équivalent de 2000 et 2500 €. Ça dépend du taux de change parallèle. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape par la suite, des négociations directes avec le mari de Naïma Dahmani. Farid Dahmani, à l'extérieur, il donne pas son nom. Il présente un autre prénom qui est Rachid. Une fois que les intermédiaires mettent en relation le détenu ou sa famille ou ses proches avec le mari de Naïma Dahmani, les négociations commencent. Les enveloppes ou le bakshish, la chipa, le montant de la chipa est toujours négocié entre 1 milliard
et 1,5 milliard. 1 milliard 400. C'est selon la complexité de l'affaire. Est-ce qu'elle relève, est-ce que c'est une affaire de trafic de drogue, ou d'une simple corruption, ou une affaire d'enrichissement illicite, trafic d'influence, détournement trucage d'un marché public, détournement de marché public. C'est selon s'il y a des critères. Il y a une échelle de gravité des affaires. Il y a des critères qui sont fixés pour déterminer le montant du pot de vin. L'argent n'est jamais récupéré dès le premier coup. Il y a un versement de 80 à 90% du montant du pot de vin. C'est un premier versement, entre 80 et 90%. Ce versement se fait en espèces via un système très discret qui permet au mari de Naïma Dahmani de récupérer un sac d'argent à travers, en utilisant toujours des intermédiaires très discrets et qui se comportent de façon secrète et qui sont donc dans la confidence et employés par ce système de corruption. Alors, pourquoi le mari de Naïma Dahmani ne prend pas la somme intégrale avant même de programmer le procès? Parce que Naïma Dahmani doit s'assurer que dans le dossier dans lequel elle va intervenir ou pour lequel elle va être payée pour libérer les détenus, elle ne va pas recevoir des instructions politiques. Si elle reçoit des instructions politiques de la part du cabinet de Boualem Boualem, elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra pas libérer les détenus, elle ne pourra pas les remettre en liberté, donc elle ne pourra pas sortir les gens de prison. Sauf que les instructions tombent toujours 48 heures avant la date du procès. Elle prend le dossier en main, elle fait son travail de juge, elle programme le procès, les audiences se déroulent généralement le mardi, et les verdicts, c'est généralement 2 semaines après les audiences. 48 heures, 3 jours, entre 3 jours et 2 jours, généralement c'est le dimanche, avant le verdict qui est programmé le mardi, le dimanche, elle attend jusqu'à la fin de la journée pour voir est-ce que le cabinet de Boualem Boualem va lui envoyer une instruction claire, parce qu'elle est connectée directement au cabinet de Boualem Boualem, elle est au courant de toutes les affaires de corruption qui passent. Si elle ne reçoit pas d'appel téléphonique, ni de messages, ni d'instructions claires de la part du cabinet de Boualem Boualem, eh ben ça signifie qu'elle a les mains libres sur ce dossier et qu'elle est totalement souveraine. Et c'est à ce moment-là que son mari contacte les proches ou la famille des détenus qui veulent sortir leurs parents, qui veulent libérer leurs parents en payant un pot de vin conséquent. Et ben il les contacte, il leur dit un code. Le code c'est bon, mardi, un sac de ciment. Le code, c'est le sac de ciment. Le jour du verdict, vous allez prendre votre sac de ciment. S'il donne ce code, ça veut dire que l'affaire, elle est réglée, que le verdict sera favorable au détenu qui a payé, qui a accepté de verser le pot de vin, et il sortira de prison. Les 10 ou 20% restants du pot de vin lui sont versés, il les récupère, et le jour de l'audience, comme prévu, Madame Naïma Dahmani, elle libère le détenu. Alors, elle le libère, ça veut pas dire qu'elle lui donne l'innocence. Elle est très rusée, très intelligente, pour ne pas s'attirer les regards des autres juges, ou pour ne pas, comment dirais-je, pour ne pas se faire remarquer, et pour ne pas attirer les soupçons. Elle n'accorde jamais l'innocence à ses détenus. Vous payez un pot de vin de 1 milliard à 1 milliard et 400, 1 milliard 500, 1 milliard juste pour savoir, alors de 10 000 euros c'est l'équivalent de 280 millions, de 50 000 euros pratiquement, c'est presque même pas 50 000 euros. 1 milliard, ça dépend, 1 milliard c'est même pas 50 000 euros, 1 milliard 400, 1 milliard et demi c'est presque entre 60 000 et 70 000 euros. Voilà. Pour être dans une fourchette, je ne pourrais pas vous donner des chiffres très précis, ça dépend le taux de change, comment le taux de change de l'euro évolue, mais ce sont des sommes qui varient entre 50 000 et 70 000 euros. Mais elle n'accorde pas l'innocence, il y aura pas une relaxe. C'est-à-dire que vous n'allez pas être blanchi. Les détenus ne seront pas blanchis. Qu'est-ce qu'elle fait, Naïma Dahmani? Généralement, avant le procès de première instance, il y a une période de détention provisoire. Si le détenu est condamné à 6 ans et 7 ans de prison ferme, s'il est déjà placé, s'il a déjà accompli 2 ans de détention provisoire, elle le condamne à 2 ans de prison,
ferme et le reste c'est du sursis. Elle libère le détenu, elle dit 3 ans, les 2 ou les 3 années qui restent, c'est du sursis, mais il peut rester chez lui. Il est juste condamné à du sursis. Elle le libère de prison. D'autres, dans d'autres affaires beaucoup moins compliquées ou qui ne sont pas médiatisées et qui impliquent des acteurs économiques ou des acteurs du trafic de drogue ou du trafic de stupéfiants, de la délinquance tout court, mais qui ne sont pas des affaires d'une extrême gravité. Elle accorde, par exemple, elle condamne à 3 ans de prison ferme. Elle a déjà passé ces 3 années en prison et elle se contente de lui accorder et elle le libère. Mais jamais l'innocence. C'est-à-dire, il n'y aura jamais une relaxe. Il sera toujours considéré comme coupable. Mais il sort de prison. Et c'est comme ça que Naïma Dahmani travaille. 48 heures avant, le sac de ciment, s'il est récupérable, s'il peut être récupéré le jour du verdict, ça veut dire que le détenu doit se préparer, il sera libéré le jour de son verdict. À la fin de la journée, il sort de la prison de Harash ou de la prison de Koléa. Il retrouve ses proches après avoir payé 1 milliard ou 1,5 milliard. Mais, dans les affaires où il y a des ta'limat, des instructions politiques, le mari de Naïma Dahmani ne prend pas la somme totale, il attend 48 heures, ensuite, s'il voit que les instructions, si Naïma Dahmani reçoit des instructions fermes pour condamner à un certain nombre d'années de prison ferme le détenu, le mari de Naïma Dahmani restitue les fonds, restitue l'argent, il s'excuse et il dit à ses intermédiaires ou aux familles de ce détenu que Naïma Dahmani et que sa femme, son épouse, ne peut absolument rien faire pour le libérer. C'est une affaire politique ou c'est une affaire qui est directement placée sous l'égide ou sous l'autorité de la présidence de la République et donc elle ne peut absolument pas le libérer ni le remettre en liberté. Et elle fait ce genre de pratiques, ces pratiques. Moi, j'ai accédé à des preuves. Je ne peux pas montrer des preuves que j'ai pu récolter parce que ça va griller des sources qui sont malheureusement présentes sur le territoire national en Algérie.